Michael Roch, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonjour. Alors tu es écrivain, représentant du mouvement littéraire afrofuturiste et tu reviens tout juste d'une résidence artistique menée à la Dominique où tu as exploré le récit caribéen contemporain aux côtés d'artistes venus de la Dominique et de Sainte-Lucie. Nous allons évidemment discuter de ce qu'il ressort de ce travail collectif. Mais avant, tu partages avec nous une citation de l'écrivain américain Ray Naylor, issue de son recueil de nouvelles Protectorat. Comment reconnaît-on la conscience quand on la rencontre ? Tu m'as dit que cette phrase te parle particulièrement puisqu'elle s'inspire aussi de tes travaux d'écriture. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, la projection de l'afrofuturisme dans la littérature contemporaine antillaise, elle est relativement neuve, mais elle se fonde, elle hérite des pensées de la créolité, et notamment du concept de la diversalité, c'est-à-dire l'harmonisation des différences, et qui constitue chaque individu. Et on peut considérer un individu comme une conscience autre, et donc ça va nous flouter un petit peu ce spectre de ce qu'est l'individu. C'est pas forcément une personne, ça peut être un animal, ça peut être une plante, ça peut être un ensemble complexe, une forêt, un massif montagneux. Et cette conscience-là, c'est exactement celle que j'essaye d'approcher, le rapport, la relation à cette conscience-là, la conscience différente, dans la diversalité. Et de distiller à travers tes ouvrages. Alors, oui. 8 jours passés à Cochrane, à la Dominique, avec 6 autres artistes, cette résidence, baptisée L'Horizon, a été pensée pour la réappropriation culturelle caribéenne. Que faut-il se réapproprier, justement, dans la Caraïbe ? Eh bien, nos nouveaux récits, en réalité. C'était tout le thème de cette résidence, de pouvoir travailler de concert, en lien avec d'autres artistes caribéens, à la construction de nouveaux récits qui nous appartiendraient pleinement, inventés par nous, à partir de nous et pour nous. Aujourd'hui, quand on raconte la Caraïbe, ça part encore d'un point de vue trop colonial, peut-être trop européanisé. C'est pas vraiment une notion coloniale, mais oui, occidentalisée en tout cas. On se construit aujourd'hui dans cette mondialité qui est dominée par l'imaginaire occidental. Et donc plutôt que d'aller chercher des références qui sont très ou trop proches d'Hollywood par exemple, on a tenté de faire ressurgir à partir de nos traditions, à partir de notre folklore, de nouveaux récits. Ouais. Et pourtant, les problématiques culturelles ou identitaires, il y a évidemment beaucoup de similitudes avec nos voisins de Sainte-Lucie et de la Dominique, mais j'imagine qu'il y a aussi des différences. Donc ça a été aussi tout l'intérêt de ce travail collectif. En fait, il a fallu trouver des passerelles à certains moments où justement ça a été assez évident. Relativement, ça a été assez évident, malgré le fait que tous les profils des artistes étaient complètement différents. J'étais le seul écrivain, il y avait aussi un photographe. Il y avait un comédien, on précise, de théâtre, oui, un photographe, théâtre, tu l'as dit, des artistes des arts du cirque. C'est ça. Voilà, issus du monde du cirque. Oui, des jeunes de 22 ans qui ont fondé un cirque en Dominique. Et donc oui, l'idée c'était de trouver comment se rassembler malgré ces premières différences-là. Et on a eu une petite semaine pour construire quelque chose ensemble. C'était quoi l'intérêt aussi de croiser ces disciplines artistiques, somme toute assez différentes ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Eh bien, l'inspiration, en tout cas, moi, dans ma pratique de l'écriture, elle ne vient pas uniquement d'autres livres, elle vient effectivement de nouveaux concepts qui sont approchés différemment par des yeux, par des langues, par des mouvements aussi, que ce soit des mouvements de danse ou d'acrobatie. Tout ça, ça inspire ma littérature et j'espère qu'en retour, ce que je produis en texte peut inspirer ces personnes-là dans la création de leur masse ou de leur persona sur scène. Vous avez également élargi la réflexion, si je puis dire, puisque vous souhaitez positionner le récit caribéen comme levier de développement économique. En quoi, justement, la littérature et la création artistique, plus largement, peuvent être un moteur de développement économique pour un territoire ? Mais la parole, le mot, est vraiment à l'origine de toute une sphère de création.
pas seulement le livre, mais aussi le scénario. On est à la télé, on le connaît bien, tout ce qui est script, et puis le jeu vidéo aussi. On a ici en Martinique l'association de la FAIAM, par exemple, qui s'attelle à structurer la filière de l'image animée et du cinéma autour de la Martinique, mais aussi dans l'ensemble de la Caraïbe. C'est une sphère économique qui est en développement et qui a un fort potentiel de croissance et de retour économique pour le territoire. Alors j'aimerais que l'on revienne donc sur ton style littéraire qualifié d'afrofuturisme caribéen. Donc si l'on s'arrête sur tes derniers romans Témaon, L'Envie l'emmêlée et Les choses immobiles, on y retrouve bouleversement écologique, pandémie, instabilité politique et sociale, révolution technologique, avec bien sûr la Caraïbe en toile de fond. Est-ce qu'on est dans de la pure dystopie ou est-ce qu'on est dans l'anticipation de choses inéluctables qui arrivent selon toi ou qui sont déjà là ? On est déjà effectivement dans ces problématiques sociétales et écologiques. On peut tout à fait considérer que ce sont des dystopies capitalistes, des catastrophes qui ont été apportées par notre humanité au stade où elle en est dans son histoire. L'idée de ces personnages qui, eux, sont dans le futur, c'est de trouver le chemin pour en sortir. Donc ce sont des personnages qui vont chercher à contre-dystoper, si on peut dire ça comme ça. C'est de la contre-dystopie, c'est du marronnage, en réalité. J'emprunte beaucoup à la culture du marronnage pour proposer des mouvements d'échappée et de résistance. De révolte, en fait, finalement, aussi. Oui, au sein de ces dystopies nouvelles. Et en sachant que l'idée aussi fondatrice, c'est que dans cette ambiance de fin du monde, finalement, la Caraïbe pourrait devenir le paradis perdu. En tout cas, une forme de paradis perdu. Oui, la Caraïbe a trouvé des modes de société, des modes de mise en relation qui sont novateurs au regard du monde entier et qui pourraient très bien lui permettre de ne pas sombrer dans la dystopie extrême dans laquelle il s'enfonce. Alors tu as également fait aimer, on l'espère en tout cas, la lecture à des milliers d'internautes grâce à ta chaîne littéraire La Brigade du Livre qu'on retrouve sur YouTube. Des chroniques dans lesquelles tu décortiques les ouvrages, tu donnes aussi les bons plans lecture, tu présentes tes auteurs coup de cœur et coup de gueule j'imagine à certains moments. On va redécouvrir un aperçu avec cette vidéo que tu avais dédiée au travail de l'écrivain français Bernard Weber. On regarde tout de suite. Comment comprendre Weber? Comme pas mal d'entre nous, j'ai d'abord été saisi par ses premiers bouquins, sa trilogie des fourmis, les Thanatonautes et dans une moindre mesure, l'Empire des anges. Ce qui m'avait touché, c'était sa manière de parler de l'humanité, de ses excès comme de ses aspects premiers, à travers la métaphore de la fourmilière ou du point de vue supérieur des anges. En réalité, cette insistance à vouloir observer l'humanité à travers un spectre supra-humain ou infra-humain, on la retrouve dans toute sa bibliographie jusqu'à sa dernière saga, Troisième Humanité. Bernard Werber paraît aussi omnubilé par tout ce qui est découverte et exploration inédite. Dans les Thanatonautes, par exemple, c'était la mort qui était synonyme de dernier continent. Le cerveau humain, la manière dont il pense, la manière dont il ne pense pas, et donc la manière dont il pourrait penser, est aussi pour lui un autre continent. Alors pour la suite, bien sûr, de ton analyse, on encourage nos téléspectateurs à aller découvrir cette vidéo. Cette chaîne YouTube, elle était un peu en sommeil ces dernières années, mais tu m'as dit, juste avant qu'on démarre cette émission, que tu vas peut-être la relancer en 2026. Oui, voilà, c'est dans les plans, effectivement. Je viens de terminer un nouveau roman, donc je vais avoir quelques mois de libre pour d'autres projets. Ça fait quelques années que j'anime des ateliers d'écriture sur Twitch. Et donc là, je vais reprendre effectivement ce côté un peu scénarisation pour YouTube pour la version longue et puis sûrement sur Instagram pour des versions beaucoup plus courtes, puisque la viralité est au bout du jour. Oui, ce que j'allais dire, tu es très connecté tu es un jeune écrivain, mais pour toi aujourd'hui, c'est aussi un peu le passage obligé pour valoriser son travail et se faire connaître. Passage obligé, et puis je fais partie de cette génération qui est née avec Internet, avec YouTube, avec Facebook et donc oui, cette connexion au monde nous paraît parfois assez indispensable. En tout cas, c'est tellement riche de découvertes, l'Internet, que je ne voudrais pas me priver de partager ce que moi je découvre par ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu du sujet de ton nouveau roman ? C'est la suite de Témaon, ça va s'appeler Comme Marron. Et puis on est encore en train de travailler sur le pitch, donc je ne peux pas le pitcher comme ça. Mais on reste dans le registre de la dystopie et de... on reste effectivement dans quelque chose de cyberpunk, de contre-dystopique. On est toujours dans cette Lanville tentaculaire qui recouvre l'arc caribéen.
Et puis on vient mêler tout ce qui est nouvelle technologie avec un aspect un peu plus spirituel, vaudouisant. Voilà. L'IA nous perdra ou nous sauvera? Les deux. Toi. Les deux, c'est ça. Il faudra s'en servir en tout cas intelligemment. Oui. Alors avant de nous quitter, tu as souhaité mettre en lumière la photographe Cédrine Scheidig. Oui. Beaucoup de ces clichés d'ailleurs sont pris dans les territoires d'outre-mer, souvent axés sur le quotidien de la jeunesse. Qu'est-ce qui fait que tu aimes tant son travail? Mais c'est justement ça, ce rapport à l'urbanité, à l'habiter en réalité, nos manières d'habiter le monde, la Caraïbe, quelle est notre culture, comment elle résonne dans cette urbanité, dans les rues. C'est tout ce que transportent mes personnages et Cédrine Scheidig est typiquement quelqu'un, vous voyez là, ce côté... un hôtel spirituel sous peut-être un échangeur d'autoroute. Oui. C'est vraiment ça ce que je vais chercher aussi dans mes textes et elle m'inspire énormément. En tout cas, on peut retrouver tous tes romans dans les bonnes librairies. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir accepté cette invitation et d'être venu parler de ton travail sur ce plateau. Merci à toi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.